Hervé Doll, vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, CNRS et Université Paris-Saclay. Vous êtes professeur des universités à l'Université Paris-Saclay. Vous êtes vice-président de l'Université Paris-Saclay en charge de art, culture, sciences et société. Vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France et vous avez été directeur adjoint de l'Institut d'astrophysique spatiale, laboratoire mixte de recherche et d'instrumentation spatiale de 150 personnes, spécialiste des galaxies infrarouges, du rayonnement extragalactique et plus généralement de la formation des grandes structures en cosmologie. Vous avez travaillé pour la NASA à l'Université d'Arizona avant de devenir enseignant-chercheur à Orsay en 2003. Vous êtes membre des collaborations Planck, le satellite de l'ESA, qui a coordonné une centaine de chercheurs dans un groupe de travail dédié aux galaxies, et Euclide, la prochaine mission spatiale européenne dédiée à la cosmologie. Vous vous intéressez actuellement à la formation des premiers amas de galaxies et à la formation des étoiles dans les grandes structures. Vous utilisez pour cela les données des satellites Planck et Herschel, mais aussi Spitzer, ainsi que de nombreux télescopes au sol, avec le renfort de modèles. Votre conférence s'intitule « Le hasard se niche-t-il en cosmologie ?» Notre vision scientifique de l'univers à grande échelle, via la cosmologie, est-elle affectée par le hasard? Nous avons au moins 2 points communs, art, sciences et société, puisque mon laboratoire s'appelle Histoire des techniques en société, et ma thèse qui avait pour objet le récit de la conquête spatiale par le journal télévisé du 20h pendant toute la guerre froide. Je vous laisse la parole. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors comme j'aime vivre dangereusement, ma présentation numérique était arrivée bien trop tard, donc en fait elle ne sera pas sur cet écran et je vous prie de m'en excuser. Par contre j'ai imprimé des A3, alors j'espère que vous verrez de loin mon super système analogique, où j'espère que dans la vidéo ça se verra, et si c'est pas le cas, je vous prie d'excuser que ça soit pas hyper clair, mais j'espère contrebalancer la petitesse du A3 vu du fond par le discours que je vous tiendrai. Alors, effectivement, je suis astrophysicien cosmologiste à l'Université Paris-Saclay. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Et donc, je vais évoquer le hasard. Alors, je ne sais plus si c'est quelqu'un du public tout à l'heure qui a posé la question sur le Covid lors de la conférence précédente. On n'a qu'une seule occurrence, c'est-à-dire une seule épidémie, même si elle est grave. Est-ce que c'est la science? Est-ce qu'on peut la prédire? Est-ce qu'on peut faire de la science avec ça? Eh bien, en cosmologie, on se pose cette question tout le temps. On n'a qu'un seul univers. Eh bien, figurez-vous que ça nous embête. Parce que statistiquement, n égale 1, pas besoin d'avoir fait des très grandes écoles, de très grandes universités comme Paris-Saclay pour comprendre que n égale 1, c'est un gros problème. Et pourtant, c'est un problème. C'est la première question que je pose à mes étudiants. Est-ce que l'astrophysique et la cosmologie est une science? N égale 1 pour l'univers, n égale 1 pour le système solaire. Alors maintenant, ça va, on a 4000 exoplanètes, donc on peut avoir un début de statistique et un peu corroborer les modèles physiques avec les observations, mais jusqu'à il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, le système solaire, c'était n égale 1. L'univers n égale 1, je crois pouvoir dire sans trop me tromper que ça risque de rester pendant très longtemps. Donc comment on fait? C'est l'objet de ce que je vais évoquer avec vous. Alors, petit rappel historique, j'aime bien commencer mon discours par une question naïve qui est finalement assez difficile sur laquelle il est assez difficile de raisonner, c'est pourquoi la nuit est-elle noire? Pourquoi la nuit est-elle noire? Alors évidemment, il n'y a pas de soleil, etc. On se place un peu plus loin. Pourquoi la nuit est noire? Parce que il n'y a pas grand-chose dans l'univers qui l'éclaire. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Pourtant, il y a beaucoup de galaxies, il y a beaucoup d'étoiles. On se dit, finalement, il y en a peut-être tellement qu'au bout d'un moment, toute cette lumière va finir par remplir l'univers et puis le rendre lumineux. Voilà, il y a une très longue tradition historique de réflexion sur ce problème. Je ne vais pas vous faire toute la biblio, mais c'est un problème assez fascinant dont on a des traces dans la réflexion humaine depuis le XVIe siècle, au moins. Alors, plein de réponses ont été suggérées, plein d'hypothèses ont été émises. Entre des nuages qui absorbent tout un tas de choses. Le premier à avoir donné une réponse scientifiquement vraiment cohérente et même visionnaire, c'est Lord Kelvin à la fin du XIXe siècle, qui a pour le premier calculé la durée de vie d'une étoile, même s'il ne connaissait pas encore la fusion thermonucléaire, donc il s'est trompé à un facteur 100, mais malgré ça, même en se trompant d'un facteur 100, il a perçu que la vie des étoiles n'était pas infinie.
Vous vous rappelez, hein, avant le XXe siècle, on pensait que l'univers était éternel, infini ou pas, peu importe, mais il était éternel. Donc Lord Kelvin, le premier, a dit « Ah, les étoiles ne sont pas éternelles ». Donc c'était peut-être un début de réponse à ce problème, alors dit du paradoxe d'Olbers, même si Olbers n'a pas du tout vraiment fait améliorer les choses, mais du problème de la nuit noire, c'est qu'en fait, les étoiles ne sont pas éternelles, donc en fait, la quantité de lumière qui est émise dans l'univers n'est pas infinie. L'autre qui a été visionnaire, c'est un poète, c'est Edgar Poe, en 1848, qui dans un ouvrage Eureka, enfin un poème en prose, a évoqué le fait que la finitude éventuelle des étoiles, la quantité d'étoiles, et puis donc quantité d'étoiles pas forcément infinie, et puis le fait que la vitesse de la lumière introduise un délai, hein, plus vous êtes loin, plus la lumière met du temps à vous parvenir, a été le premier à commencer à avoir une vision un peu cohérente de ce problème de la nuit noire, même s'il n'était pas scientifique, c'était plus une hypothèse. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce problème de la nuit noire nous permet de toucher du doigt directement un des problèmes de la cosmologie, qui est la structure de l'univers, son histoire, son évolution et le statut de l'univers en science. Là, on va parler de sciences physiques, bien sûr, on pourrait parler de philosophie, métaphysique, etc. Là, je suis moins spécialiste de ça. La réponse moderne que l'on donne à ce problème, à cette question de la nuit noire est multiple. Mais pour la faire courte, on invoque 2 ou 3 éléments. Le premier, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez d'étoiles. Moi, ça m'a étonné quand j'ai refait le calcul, je l'ai refait 3 fois. Il n'y a pas assez d'étoiles pour que leur lumière inonde l'univers de lumière. C'est un peu contre-intuitif parce que l'univers est grand, l'univers est très très grand, l'univers est vieux, très très vieux. On se dit il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de galaxies, c'est vrai, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Donc en fait, il n'y a pas assez d'étoiles. La deuxième argument qui finalement n'est pas nécessaire, c'est l'expansion de l'univers. Hein. Moi, j'avais tendance à dire non, mais c'est l'expansion de l'univers, c'est bon. En fait, non, c'est pas. En fait, on a à peine besoin de l'expansion de l'univers pour expliquer la nuit noire. Moi-même, je l'ai dit auparavant, donc c'est presque faux. Mais alors, ça aide bien sûr. Hein. Un univers en expansion aide à ce que la lumière soit diluée, mais c'est pas absolument nécessaire. Après, il y a effectivement la finitude des astres qui composent l'univers. On sait que les étoiles ont des âges qui varient de quelques millions à quelques dizaines de milliards d'années. L'univers lui-même a un âge, hein, c'est ce dont je vais vous parler dans un instant. Donc si vous mettez tout ça ensemble, hein, expansion de l'univers, densité d'étoiles dans l'univers, donc expansion, finitude de la vitesse de la lumière, etc., vous arrivez finalement à une quantité de lumière dans l'univers qui est assez faible, et donc la nuit est bien noire. Ça, c'est un calcul que je fais faire aussi à mes étudiants de première année. C'est que si l'univers était rempli infiniment d'étoiles, le fond de ciel devrait être aussi brillant qu'une étoile. Donc en fait, ça devrait être hyper brillant. Et donc c'est rigolo avec cette question. On peut très vite, en quelques calculs, hein, niveau L1, toucher du doigt une incohérence entre un modèle simple. Voilà, il y a une densité constante d'étoiles, alors infinie d'une part, et l'observation d'autre part. Donc l'observation vous dit que la nuit est noire, et votre petit modèle tout simple, avec une intégrale, vous dit que la nuit devrait être infiniment brillante. Donc ça permet aux étudiants de toucher du doigt que modèle et observation sont nécessaires pour avoir une vision scientifique et intelligible et cohérente de l'univers. Donc je vais naviguer à chaque fois entre observation et théorie. Il faut une théorie, parce que sinon ça ne sert à rien d'observer quoi que ce soit. Ça revient peut-être un peu je n'ai pas assisté à la totalité de la conférence précédente, mais voilà, ça peut être des coïncidences. Ah ouais, tiens, il y a une planète, il y a une galaxie, c'est peut-être ça. Voilà. Donc il faut une théorie un peu générale, d'une part, et puis des observations pour corroborer tout ça. Alors, l'univers est en expansion. Ça, on le sait depuis quelques années. Je vais un peu changer l'ordre de mes diapositives. Voilà, je profite du côté analogique. Alors, je vous montre une belle galaxie que j'aime bien parce que j'ai participé à l'apprendre avec le satellite Spitzer quand je travaillais à la NASA il y a quelques années pour ce satellite. C'est une belle galaxie ici, prise dans l'infrarouge, que vous retrouverez sur le web. C'est une des nombreuses galaxies qui nous permettent de mesurer finalement le taux d'expansion de l'univers. Alors celle-ci est très proche, hein. En pied, elle est en fausse couleur parce que prise en infrarouge, mais c'est une vraie image. On observe depuis quasiment un siècle maintenant que quasiment toutes les galaxies s'éloignent de nous. Alors c'est aussi une question que je pose à mes étudiants. Je sais, j'ai un système de quiz. Hein. Là, je suis très low-tech aujourd'hui, mais à Paris-Saclay, je vous rassure, on est un peu plus high-tech que ça. On leur fait faire des quiz et je leur demande, voilà, vous êtes Edwin Hubble en 1920 et quelques. Vous observez que la majorité des galaxies s'éloignent de vous. Comment vous interprétez ces observations? Alors, parmi les réponses que je propose, je mets, voilà, vous êtes le centre de l'univers.
Deuxième réponse, j'y comprends rien. Troisième réponse, faut trouver un modèle qui explique ça. Et puis voilà, donc je propose plusieurs réponses. Alors on pourrait dire, bah ouais, on est le centre de l'univers et toutes les galaxies s'éloignent de nous. Bon. C'est pas hyper satisfaisant étant donné l'histoire des idées depuis la Renaissance. Donc on est arrivé assez vite à l'idée qui est soutenue par un modèle théorique de relativité générale qui marche, que il faut qu'il y ait une métrique qui est une métrique de l'espace-temps qui dit que l'univers est en expansion. Comme je dis à mes étudiants, c'est pas quelque chose qui nous plaît, c'est pas quelque chose qui est intuitif. Si on avait le choix, on prendrait autre chose. Mais bon, les données sont là. Le cadre théorique nous permet d'expliquer, d'interpréter cette expansion. Et donc, on prend. Voilà, on est des gens simples. S'il y a une solution qui marche, on la prend. Parfois, les gens me disent, ou même les étudiants me disent, voilà, mais c'est compliqué ce modèle cosmologique, il y a de l'expansion, il y a de la matière noire et de l'énergie sombre, on va y venir dans un instant, c'est quoi ce truc ? Nous non plus, on n'a pas choisi. Donc en fait, la construction du modèle cosmologique, c'est-à-dire la manière dont on a de comprendre et d'interpréter l'univers n égale 1 dans son ensemble, est issue de contraintes observationnelles et de contraintes théoriques qu'on met ensemble. Et à ce jour, on a un modèle relativement cohérent. Il y a bien sûr des choses qui nous manquent, mais il est relativement cohérent. Et si on m'avait demandé mon avis, moi, quel univers je préférais, c'est pas celui-là. Mais on ne m'a pas posé cette question, et en tant que scientifique, c'est pas la démarche que je prends. La démarche, c'est d'essayer de comprendre et d'interpréter et d'avoir une vision cohérente. Alors, on a cet univers en expansion. On a une théorie qui se rapporte à ça, voilà, qui permet d'interpréter tout ça. Et on se dit, le hasard, je vais en parler, ne vous inquiétez pas, dans quoi se niche le hasard dans tout ça ? Vous allez voir qu'il se niche dans plein de petits détails et que si on n'y fait pas attention, on peut se prendre les pieds dans le tapis. Alors ce modèle, expansion de l'univers, il y a d'autres observations. Je ne vais pas vous faire toute la cosmologie du XXe et du XXIe siècle, mais voilà, il y a l'abondance des éléments légers, il y a des choses comme ça. Une autre prédiction, le terme est très important, c'est pas comme la Bible tout à l'heure ou Nostradamus où vous arrivez toujours après coup à expliquer ce qui se passe. Ce qui compte en science, c'est d'avoir un cadre théorique, une prédiction et des observations qui corroborent. C'était que si vous mettez le film de l'univers en avance, en retour, donc expansion de l'univers, voilà, si vous mettez le temps en arrière, l'univers était plus dense et plus chaud. Alors je fais un geste comme ça, mais évidemment c'est tout l'univers. C'est pas, je ne suis pas le centre de l'univers, vous non plus, mais voilà, ça donne une idée. Il était dense et chaud, et c'est le modèle du Big Bang Show des années post-World War II, post-Deuxième Guerre mondiale, Gamow, etc., qui avait été aussi initié par l'abbé Lemaître dans les années 20. Et donc on arrive, avec plusieurs histoires, au modèle du Big Bang Show, donc un univers extrêmement dense et chaud, qui s'étend et qui se refroidit. Ce modèle a toujours cours aujourd'hui. Et une prédiction a été faite dans les années 40-50, d'une lumière résiduelle, d'un rayonnement de corps noir, parce que si vous avez équilibre entre matière et rayonnement, la thermodynamique vous dit que quand la matière est en équilibre avec le rayonnement a une certaine température, le rayonnement a une forme spectrale particulière. C'est-à-dire que vous n'avez pas des raies d'émission, des trucs comme ça, vous avez un spectre continu avec une forme particulière, qu'on appelle le corps noir, de la loi de Planck. Et donc c'est une prédiction assez forte de dire si le modèle du Big Bang Show est réaliste, vous savez qu'on ne peut pas prouver une théorie, si le modèle du Big Bang Show est réaliste, on devrait trouver cette émission de corps noir. Ça a été trouvé dans les années 60, vous connaissez peut-être l'histoire de Bob Penzias et Arno Penzias et Bob Wilson, voilà, on va y arriver, qui observaient avec leur instrument ultra sensible dans le New Jersey le ciel, avec leur instrument refroidi à l'hélium, chez les Bell Labs. Et puis, incidemment, ils ont trouvé un rayonnement qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Alors, ils croyaient que c'était des pigeons, etc. Et puis, en fait, ils ont découvert ce fameux fond cosmologique, donc cette lumière résiduelle du Big Bang, qui leur a valu le prix Nobel. Alors, voici une image tout récente de cette lumière initiale du Big Bang, prise par le satellite Planck, sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler pendant quelques années. Alors, ce rayonnement qui nous baigne, nous baigne complètement dans l'univers. Il a une température d'à peu près 3 degrés Kelvin, moins 270 degrés Celsius. Il est très, très homogène, à mieux que 10-5 près. Mais si vous regardez les petits détails à 10-5 près, vous voyez des petits grumeaux. C'est cette image que je vous montre, que vous avez peut-être déjà vue. C'est donc les fluctuations autour de la moyenne de 3 Kelvin. Là, l'échelle, c'est quelques micro-degrés, quelques 10-6 degrés
sur tout le ciel. C'est un tour de force d'avoir pu mesurer ça. C'est nous, les Français et les Européens, qui avons fait ça avec le satellite Planck. Donc on voit ces petits grumeaux, et ces petits grumeaux sont des petites fluctuations, donc quelque part du hasard. En termes de répartition, on pense que c'est du hasard. Par contre, en termes de statistiques, là, on pense que ce n'est pas du hasard. Je vais y venir dans un instant. La position du point rouge ou du point bleu, ça, nous, on ne sait pas ni l'interpréter, ni le prédire, ni le discuter. Par contre, la statistique, voilà, le nombre de points rouges, le nombre de points bleus, leur taille, etc., ça, nous, on sait le définir. Un peu comme si vous passez un après-midi sur un pont au-dessus du périphérique parisien, vous mesurez la vitesse des voitures, vous pourrez, enfin, sauf si vous avez une super théorie, mais a priori, vous pouvez pas dire, voilà, à 16h35, il y a une voiture rouge qui passe à 78 à l'heure, etc. Par contre, vous pouvez dire statistiquement, pendant une heure, il y a tant de voitures qui passent avec une distribution de vitesse. Pareil pour les nuages. À moins que vous soyez devin, vous aurez du mal à dire, voilà, cet après-midi à Paris, à telle heure, il y aura un cumulonimbus ou un cirrus. Ça, c'est difficile. Par contre, statistiquement, dans l'après-midi, vous pouvez dire, voilà, il y a tant de vent, tant de vapeur d'eau, tant de nuages qui passent. C'est la description statistique. Et ça, on y arrive. Ça, on arrive à interpréter. Et même, en fait, c'était prédit, cette distribution statistique. C'est des fluctuations de température qui sont en fait des petites graines, des toutes petites variations qui sont issues des tout premiers instants de l'univers, puissance moins 43 secondes. C'est le modèle de l'inflation qui nous prédit ça, qui est conforté par notre analyse. On ne peut pas prouver que l'inflation a eu lieu. En revanche, on peut dire que le scénario de l'inflation cosmique est tout à fait cohérent avec ce qu'on observe et avec ce qu'on pense. La deuxième image, c'est à peu près la même, c'est la fluctuation du fond cosmologique, qui a une résolution un peu moindre, parce que Planck était formidable, mais enfin ne pouvait pas tout faire, qui montre la polarisation de la lumière. Alors la polarisation de la lumière, c'est une manière de mesurer d'autres propriétés, et en l'occurrence, cette polarisation nous permet de voir la vitesse de ces fluctuations. Si on fait la théorie, etc., on se rend compte que la polarisation nous donne comment ces petites bulles, parce qu'en fait ce sont des bulles de plasma, alors qui nous apparaissent figées, on ne les voit pas bouger, mais la température nous donne la position de ces bulles et la taille, et la polarisation nous donne la vitesse d'effondrement ou d'expansion de ces bulles. Et puis en bas, on a réussi à extraire la distribution de la matière noire dans tout l'univers de manière, disons, projetée. On n'a pas la troisième dimension, mais on a la vue finalement à deux dimensions sur tout le ciel. Alors les zones non colorées, c'est là où on ne sait pas mesurer, parce que c'est trop difficile. Il y a la Voie lactée, il y a le nuage de Magellan, il y a des nuages moléculaires. Donc quand on ne sait pas, on ne met pas. Mais sur le reste des images, on peut voir cette matière noire. Et pareil, on arrive à interpréter statistiquement, on appelle ça un spectre de puissance, la répartition de ces creux et ces pleins de matière noire sur la ligne de visée. En revanche, on est incapable de dire, là, il y a un point, il y a plus de matière noire, là, il y en a moins, etc. Donc on voit que le hasard se niche un petit peu dans notre analyse. Notre analyse, on fait ce qu'on peut. Enfin, en tout cas, dans les données, avec n égale 1, je vous rappelle, un seul univers. Alors ça nous pose un problème parce qu'on a un seul univers et comment finalement on fait de la science avec une seule observation qui est là. Alors c'est là que ça devient rigolo. C'est qu'on a plusieurs principes. Il y a des postulats en science. Vous savez, en mécanique quantique, il y a des postulats. C'est pareil en cosmologie, il y a quelques postulats qu'on essaie de... On ne peut pas prouver un postulat, mais on essaie de voir que ces postulats ne sont pas très faux. Donc à chaque fois, on se dit, est-ce qu'on est dans le postulat? Est-ce que le postulat est un peu violé ou pas? Donc on navigue un peu à vue. La science, c'est ça, on navigue aussi un peu à vue. Et donc un des postulats, c'est que l'univers est homogène et isotrope à très grande échelle. Alors c'est un peu comme la politique, très grande échelle, on choisit un peu ce qu'on veut. Alors au début c'était dizaines de mégaparsecs, après c'était centaines de mégaparsecs, là on voit que ça tiraille un petit peu, donc on essaie de pousser un peu. En tout cas, à grande échelle, pour l'instant, c'est encore vrai. Voilà, après on verra si ça marche ou pas. Et donc, conséquemment, il n'y a pas de point privilégié dans l'univers. Donc ce qu'on observe nous, si on était à l'autre bout de l'univers, si tant est que c'est un sens, on observerait statistiquement la même chose. Pas exactement les points, mais statistiquement on aurait la même répartition. Et donc on se dit, comme on ne peut pas faire plusieurs expériences avec plusieurs univers, parce que c'est ça, nos modèles, eux, ils prédisent des modèles cosmologiques, voilà, des paramètres cosmologiques, de densité de matière, d'énergie, etc., matière noire, etc. La physique permet plein de valeurs, mais nous, on est dans un seul univers avec une seule valeur. Donc la difficulté, c'est nous, on a des milliards d'univers sur nos ordinateurs, mais nous, on n'en observe qu'un seul. Donc c'est comme si vous avez plein de courbes et vous mettez qu'un seul point. Et en fait, il peut y avoir plein d'univers qui passent par votre point. Donc vous êtes pas beaucoup avancé. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'hypothèse que certaines zones sont décorrélées les unes avec les autres.
on fait l'hypothèse que certaines zones ne se sont jamais parlé dans l'univers, à part au début. Et finalement, c'est une hypothèse physique qui marche assez bien, puisque l'univers étant en expansion, je vous la fais simple et presque fausse. Hein. Vous êtes en expansion, puis vous avez deux bouts qui partent chacun d'un côté, ben, ils ne se parlent plus, il n'y a plus de relation causale. Donc quelque part, leur physique est indépendante l'un de l'autre. Hein. C'est un peu ça qu'on utilise. Donc à part l'image à grande échelle, si vous prenez des petits bouts, en fait, on considère qu'ils sont indépendants. Donc au lieu de n égale 1 univers, on a n égale jusqu'à des milliers de petits bouts indépendants. C'est ça qu'on utilise. Donc on compense notre seul et unique univers qui nous limite. Voilà, notre interprétation est limitée par le fait d'avoir qu'un seul univers. On le compense par des réalisations différentes dans différentes zones du ciel et de l'univers par extension pour les galaxies, etc. Donc finalement, c'est comme si l'univers avait fait toutes les expériences pour nous, sauf à grande échelle, parce que là on n'a qu'un seul échantillon, mais à plus petite échelle, on a plein d'échantillons indépendants. Eh bien, ça marche. En tout cas, à ce jour, on a des problèmes, mais on considère que ça marche. Alors j'avais envie de vous montrer cette petite image que vous voyez peut-être pas, mais qui est une affiche qu'on avait fait il y a quelques années avec la région Île-de-France. Ça s'appelle « L'astronomie se la raconte ». Alors si vous ne voyez pas bien, c'est une image d'ampoule. Et le petit slogan, c'est « Ampoule garantie à vie, CMB ». CMB, ça veut dire le fond cosmologique, Cosmic Microwave Background. Et la petite phrase en dessous, c'est « Émise il y a 13,8 milliards d'années, la plus ancienne lumière de l'univers est toujours visible ». Donc c'est une manière assez rigolote de vulgariser cette lumière originelle dont je vous ai parlé, et ce fond cosmologique. On a un modèle cosmologique, on a des observations, et on arrive à obtenir ce fameux camembert cosmique de composition de l'univers aujourd'hui. En fait, c'est la densité d'énergie aujourd'hui. On a à peu près 70% d'énergie sombre, 27% de matière noire, et puis 5% de matière baryonique, c'est-à-dire la matière qui nous entoure. Alors comment on a obtenu ça ? On a obtenu ça en prenant les données d'un côté, celle-ci, en prenant la théorie de l'autre. La théorie nous a prédit des milliards et des milliards d'univers différents, avec différentes valeurs, et puis on a croisé les deux. Et on a pris les meilleurs modèles qui ajustaient ce qu'on observait. Et c'est là que le hasard va commencer à intervenir. Alors je ne vais pas être technique, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Mais je vous montre quand même quelques courbes de nos publications. Voilà comment on obtient les paramètres de notre univers. Alors vous avez un axe vertical qui est en gros l'intensité sur le ciel, je vous la fais très simple, hein. Et en axe horizontal, l'échelle angulaire sur le ciel. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est les points rouges qui sont les données du satellite Planck. Alors en haut, c'est vraiment les données. Et en bleu, c'est notre meilleur modèle. Vous savez, les milliards de modèles qu'on a fait tourner et qu'on a ajustés ici. Et en bas, c'est le résidu. Le résidu, c'est-à-dire vous faites la différence entre vos données et le point bleu, et les modèles bleus. Comme ça, le modèle bleu apparaît droit, c'est beaucoup plus simple à voir. Et puis vos points de données se mettent autour. Donc plus en bas les points sont alignés, plus votre modèle est bon sur les données. C'est ça que ça veut dire. Alors on voit alors L, hein, c'est le multipôle, c'est la variable qu'on a tracée. À grand L, on voit que les données et le modèle s'accordent très très bien. Et alors ça tombe bien parce que c'est là où on a plus de statistiques. Hein. Grand L veut dire petite zone sur le ciel. On a plein de petites zones indépendantes, donc on a plein de statistiques. C'est cool. Mais plus on va à bas L, c'est-à-dire plus on va vers des zones très grandes sur le ciel, moins on a d'échantillons, moins on a de données, parce qu'on n'a qu'un seul univers. Bah bingo, vous voyez, les points s'excitent et on est beaucoup moins bon. Et ça, si vous prenez le meilleur satellite du monde, même dans 50 ans, même dans 100 ans, vous n'aurez jamais mieux. Parce que ce n'est pas la qualité des données qui limite, c'est le fait qu'on n'ait qu'un seul univers. Donc avec Planck, on avait évidemment le meilleur satellite du monde. D'autres sont en préparation. Alors en température, on n'aura pas mieux. En polarisation, on pourrait faire mieux. Mais le principe est là. Donc vous avez une grande barre d'erreur. Ce n'est pas parce qu'on fait des mauvaises mesures, c'est parce que vous n'avez qu'un seul échantillon. Donc si vous... Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec la statistique poissonienne, mais si vous avez n points, voilà, l'incertitude relative, c'est racine de n sur n. Donc si vous avez n égale 2, ça fait racine de 2 sur 2, ça fait une grosse incertitude. On appelle ça la variance cosmique. Ajoutez à cette variance cosmique, vous avez des points un petit peu bizarres, vous avez une sorte de pattern ici, enfin de structure. Alors là, les gens se sont excités, ils ont dit « Oh là là,
il y a peut-être une inflation bizarre qui a eu lieu parce que les modèles d'inflation un peu exotiques prédisent des choses bizarres dans cette zone-là. Alors c'est très compliqué parce que là on cumule les ennuis. Hein. On a n égale pas beaucoup et puis peu de données. Alors comment on fait nous pour l'analyse? Pour obtenir des paramètres, on utilise ce genre de choses. Peu importe les paramètres qui sont indiqués, mais là vous avez tous les modèles, les milliards de modèles que nous on utilise, qui passent à peu près dans les données, mais vous n'avez pas qu'un seul modèle qui passe super bien. Vous en avez plein, ce serait trop facile. Hein. C'est pas comme en TP de lycée où vous avez qu'une droite, ça passe dedans. Ben non, là, il y a des millions de modèles qui passent. Alors comment on choisit? On choisit déjà différents types de données, parce que pareil, vous n'avez pas qu'une seule donnée, vous en avez plein, vous pouvez les combiner, il y a des biais, etc. Et puis vous faites des zones, et des zones de confiance, des intervalles de confiance, et puis vous trouvez vos paramètres. Alors là, il se trouve que c'est la courbure de l'univers et la densité de matière totale, et en couleur, c'est la constante de Hubble. Et bien, vous voyez que selon les données que vous prenez, vous réduisez votre barre d'erreur, puis à la fin, vous avez qu'un petit rond ici, mais vous avez quand même une incertitude. Mais cette incertitude n'est pas due que à la qualité de vos données, elle est due au modèle que vous avez, et puis au fait que plusieurs passent dans le même, dans vos incertitudes. Alors on fait encore mieux, je crois que je vais vous montrer que ce graphe-là. Là aussi, tous ces petits pâtés, je pense que sans voir les détails, vous voyez des pâtés colorés, il n'y a que ça qu'il faut voir. Sur les deux axes, on a mis différentes variables, différents paramètres cosmologiques, et on trace les uns en fonction des autres. Et pareil, les couleurs sont différents jeux de données qu'on utilise. Alors dans un monde idéal, tous les pâtés seront centrés autour de la même valeur, et c'est vos paramètres cosmologiques de l'univers. Manque de bol, même du fond, je pense que vous voyez que les pâtés ne sont pas alignés. Ils ne sont pas piles les uns sur les autres. Ils sont décalés selon les données que vous avez. Et bien, ça dit juste que nos modèles, selon la manière dont on les triture, etc., ne donnent pas forcément le même résultat entre un paramètre et un autre. Et pour obtenir ces zones de confiance, on utilise du hasard. On utilise des méthodes Monte Carlo, pour ceux qui connaissent le côté technique. On tire des points aléatoirement dans notre espace à 6 ou 10 dimensions selon ce qu'on regarde. Et on fait tourner nos modèles et on demande de voir quels sont les paramètres qui sortent le mieux. Parce que si on devait faire ça de manière brutale, en explorant tous les paramètres un par un, on y serait encore, ça serait très très long et ça ne converge pas. Donc on utilise du hasard pour tirer aléatoirement dans ces espaces-là de paramètres des points, on fait tourner les modèles et on minimise par rapport aux données pour avoir un résultat plus rapide et explorer des zones qu'on n'aurait peut-être pas explorées si on avait fait une grille toute simple, etc. Donc le hasard statistique fait partie de nos données, de notre analyse de données. On pense que c'est robuste, mais si demain vous arrivez avec une nouvelle théorie, eh ben vous pourrez refaire complètement l'analyse qui est donnée. Ça, c'était la même chose. Peut-être, et j'en ai bientôt fini, un deuxième exemple, vous voyez peut-être pas ici, mais c'est un doctorant avec lequel je travaille et un collègue, ce sont des galaxies simulées. Bon, vous voyez probablement rien, mais enfin vous imaginez des galaxies. Mais elles sont complètement simulées par du deep learning. Ah, je vois que ça clignote, donc je vais bientôt finir. Donc c'est de l'apprentissage automatique informatique. Et ben, en faisant de l'apprentissage automatique, on n'arrive pas à créer des belles galaxies. Ce qu'ils ont dû introduire, c'est de l'aléatoire dans l'espace des neurones. Hein, vous savez, enfin, c'est un espace, je ne sais plus le nom de la méthode, mais il y a un espace tout au creux là, de vos neurones où vous mettez des petites perturbations, vous mettez un petit peu de hasard, et quand le réseau de neurones reconstruit votre galaxie, il est un peu perturbé, il fait des trucs qui n'étaient pas prévus au départ, et grâce à ça, il vous crée des galaxies réalistes, parce que la diversité et la richesse des galaxies, nous, on arrive à les recréer que comme ça. Si vous faites un réseau de neurones tout simple ou de l'apprentissage basique, on n'arrive pas à recréer des belles galaxies. Et puis, je vais peut-être finir par ce que je fais en ce moment. Vous avez une image en rouge qui est tout le ciel observé par le satellite Planck il y a quelques années. Ici, c'est une image dans les ondes millimétriques. Et puis, j'ai mis des petites imagettes autour qui sont des images du satellite Herschel, parce qu'on a regardé sur plusieurs endroits. Et en fait, on a découvert ce qu'on pense être des proto-amas de galaxies, c'est-à-dire les phases primordiales des grands amas de galaxies qu'on observe aujourd'hui. Et là, le hasard se niche dans l'univers, parce que nous, on observe des trucs avec Planck et Herschel, et puis d'autres, Spitzer, etc., VLT. Mais on commence à se rendre compte qu'en fait, on a surtout des alignements d'amas ou des alignements de galaxies fortuits, mais qui, cumulés, nous donnent un signal important qu'on a détecté. Donc on est en train de se demander, est-ce que finalement, on n'a pas juste, pas de bol, trouvé les zones où les trucs étaient alignés? Bon, on aura perdu 10 ans, c'est pas grave. Ou si vraiment, on est en train de voir des structures
cohérentes liées par la gravitation qui, elles, nous renseignent sur la structuration de l'univers et des amas de galaxies. Et puis je vais finir sur cette image, qui est la fameuse image du Hubble Deep Field, du Extreme Deep Field. Donc c'est une très très belle image du champ profond Hubble. Alors avec le JWST qui va être lancé dans quelques mois, on va faire encore mieux. Mais là aussi, vous avez un mélange de choses extrêmement déterministes qui sont prédites par la théorie de la formation des grandes structures, avec matière noire, etc. Et puis quelque chose de complètement aléatoire, parce que la distribution des galaxies, même s'il y a une corrélation statistique qui est très très claire, en fait il y a de l'aléatoire. Vous avez une sorte d'amas un petit peu en haut, et puis vous avez des trous en bas, et voilà, il y a de l'aléatoire. Et si, comme moi, vous pointez d'autres télescopes, de temps en temps vous tombez sur des creux, de temps en temps vous tombez sur des pleins, alors de temps en temps vous êtes gagnant, de temps en temps vous êtes perdant. Voilà. Donc le hasard et la statistique sont finalement des alliés, de toute façon on n'a pas le choix, des alliés des scientifiques. On essaie de dompter ce hasard avec la statistique dans le but d'avoir une meilleure compréhension de l'histoire de l'univers. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce voyage cosmique dans un cosmos qui n'est pas si ordonné que ça finalement. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. On a un parti pris qui est de dire on fait des simulations en aveugle. Enfin, il y a plusieurs techniques. Il y a un parti pris qui dit on fait des simulations en aveugle, donc là c'est l'ordi qui tourne. On met des lois physiques que l'on pense cohérentes, on laisse l'ordinateur tourner et on compare par rapport soit à ce qu'on observe, soit à l'interprétation qu'on a. Donc ça fait une sorte de boîte noire, enfin je ne veux pas dire boîte noire, mais enfin d'observation simulée dont on maîtrise les biais, parce qu'on a mis la physique qu'on voulait. L'autre chose, c'est qu'on fait des analyses en aveugle ou en double aveugle, c'est-à-dire que quand on obtient un résultat, là, ce dont je viens de vous parler, on prend soin de toujours découper nos jeux de données de manière indépendante, bien sûr, de vérifier que sur chaque jeu indépendant, on retrouve bien la même chose ou pas. On demande à des équipes de faire la même chose avec des analyses différentes, indépendantes. Donc il y a tout un tas de croisements qui sont faits, qui font qu'on a assez confiance dans ce qu'on fait. Donc des biais, il y en a certainement, c'est la physique qu'on utilise, c'est le modèle qu'on utilise. Par contre, l'interprétation humaine, on pense qu'avec les jeux de données qu'on a, elle est essentiellement absente parce qu'on a vraiment d'énormes jeux de données, même si à la fin n égale 1 est limitant, mais heureusement on a les autres parties décorrélées. Donc si vous mêlez simulation et jeux de données que vous découpez et équipes indépendantes, enfin sous-équipes en l'occurrence, indépendantes, on se dit que ça serait vraiment la misère complète qu'on arrive à être biaisé de la même manière sur certaines analyses. Donc on essaie d'être extrêmement précautionneux avec ça, que ce soit en physique des particules ou en cosmologie. Et alors pareil, pour couper les données en deux, il y a plein de manières. Avec Planck faisait des ronds dans le ciel. Donc on a pris soit la première année versus la deuxième année. Donc on fait première année, deuxième année. On faisait des ronds dans le ciel, on prenait un rond sur deux, mais sur toute la période. Vous avez plusieurs manières de couper les données et à chaque fois, on arrivait à des choses similaires. Alors évidemment, un peu moins précises, parce que si vous coupez les données, vous avez moins de signaux sur bruit, etc. Des effets systématiques peut-être un peu plus grands. Mais ça, on y arrive. Après, je ne sais pas si on a raison, mais voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. On met autant de moyens, alors financiers, humains, etc., dans l'expérience qu'on envoie dans l'espace ou au sol avec le CERN, etc., que dans les simulations et l'analyse des données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pool qui fait l'instrument et tout, puis après c'est juste deux gus dans un coin qui analyse, qui dit « Ah ouais, c'est bon, ça marche » et tout, pof, pof. On met vraiment autant de moyens. Donc il y a des armées de gens, je peux en témoigner, qui analysent de manière indépendante, qui sont spécialistes, etc. Donc c'est en fait en cosmologie et en physique des particules, l'enjeu il est maintenant presque plus dans l'analyse, la détection des effets systématiques, on appelle ça effets systématiques, c'est les petits effets fins qui peuvent vous biaiser vos paramètres, etc., que dans l'instrument lui-même et les opérations. Oui, pardon. Oui, merci pour cette conférence. J'avais une petite question annexe par rapport à votre camembert de l'univers. C'est quoi exactement la différence entre la matière noire et l'énergie noire? C'est un truc qui m'a toujours échappé. Oui, j'en ai pas parlé là. Alors c'est vraiment une grande différence. Pareil, ça n'a rien à voir avec les trous noirs. Les trous noirs sont des résidus d'objets stellaires à petite échelle. Alors la matière noire, c'est une matière qui gravite, donc qui attire par gravitation, qu'on ne voit pas. Dont on pense qu'elle est présente quasiment partout. On ne l'a jamais vue, mais en fait, ça nous simplifie vraiment la vie parce que si on met cet ingrédient, ça explique plein de choses. Donc, vous savez, les physiciens, nous, on est des gens simples. Il y a un argument qui marche, on achète.
jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est juste de la matière qui n'interagit pas avec la lumière, mais c'est une matière qui gravite et qui est... Contrairement à ce que peut-être on peut penser, parce qu'effectivement on l'observe dans les galaxies, enfin on observe sa présence indirecte dans les galaxies, en fait on en a besoin vraiment à toutes les échelles dans l'univers, y compris au moment du fond cosmologique, etc. L'énergie sombre, par contre, ça n'a absolument rien à voir. Ça partage ce terme dark en anglais ou sombre ou noir en français pour juste illustrer notre ignorance. Donc on dit noir ou sombre parce qu'on ne sait pas. En fait, l'énergie sombre est un ingrédient dans les équations de la dynamique de l'univers qui permet de qualifier et d'expliciter l'expansion accélérée de l'univers. C'est qu'en physique, on n'aime pas les trucs... Enfin, il y a de l'énergie un peu partout. Si vous accélérez, il faut bien que ça vienne de quelque part. Sinon, en physique, on n'aime pas. Donc, c'est ce fluide cosmologique qu'on met, voilà, lambda, enfin, il y a plein de saveurs, de variétés d'énergie sombre. Mais c'est ce qui permet juste d'expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Alors, comme on a découvert ça il y a une vingtaine d'années, on s'est rendu compte que cette expansion accélérée de l'univers, finalement, elle est dominante dans l'univers aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle fait à peu près 70%. Mais il n'y a pas longtemps dans l'histoire de l'univers, mettons, il y a un facteur 2 en temps dans le passé, l'énergie sombre était complètement négligeable. On était vraiment dominé par la matière noire qui, permettait de qualifier l'expansion de l'univers. Donc l'univers lui-même n'a pas un taux d'expansion complètement constant, hein. Et aujourd'hui, c'est cette énergie sombre qui domine. Donc si vous voulez mettre des mots ou des concepts, alors ça va être faux ce que je vais vous dire, hein, mais on peut imaginer l'énergie sombre comme une sorte de fluide invisible qui provoque une pression négative et qui pousse les murs et qui provoque l'expansion accélérée. Mais ce n'est pas de la matière, c'est une sorte d'énergie en fait. Voilà. Alors que la matière noire, c'est une matière, alors qu'on ne connaît pas, mais qui pourrait ressembler à une vraie matière, qui ne rayonne pas, donc ce n'est pas de la vraie matière, ce n'est pas des baryons, mais qui est plus standard, disons. Donc en fait, c'est complètement différent. Même si le discours des astrophysiciens n'est pas super clair là-dessus. Merci Monsieur Doll pour cette intervention sur la cosmologie et sur le hasard. Donc je vais essayer maintenant de synthétiser un petit peu tout ce que vous avez dit. Il y a beaucoup d'informations, surtout pour la cosmologie, où il y a beaucoup d'hypothèses et beaucoup de calculs de techniques qui sont utilisés pour vos raisonnements. Pour l'instant, vous vous dites que les observations sont bien faites, on arrive à des précisions redoutables, et finalement, s'il y a une incertitude, si la statistique doit nous aider, c'est plutôt sur avoir suffisamment de systèmes observables pour que les mesures que nous faisions puissent converger vers une moyenne qui correspondrait à une valeur attendue. Et pour l'instant, c'est quand ces éléments sont peu nombreux que les incertitudes restent les plus grandes. Par contre, le hasard, vous l'utilisez quand ça vous arrange. C'est-à-dire que quand il y a une bonne méthode de calcul comme Monte Carlo pour simplifier vos calculs et arriver à faire des milliards de théories en quelques temps, et plutôt que d'attendre l'âge de l'univers, vous les utilisez comme autant de larbin que vous n'avez pas besoin de payer. Ce qui me fait penser que il y a une chose que je n'ai pas très bien compris. Quand vous avez parlé des manques de chance sur les alignements entre les amas ou la possible existence d'une structure au niveau cosmologique, j'ai pas trop bien compris où était pour vous la partie hasard. Alors je vais peut-être vous rendre un peu le micro si vous voulez commenter là-dessus. C'était pour moi savoir si le hasard était sur le fait que dans toutes les mesures que vous avez, vous observez la valeur que vous avez attendue avec votre modèle, ou si quelquefois ça se recouvrait et du coup, c'est juste sur ces quelques fois, c'est manque de bol. Alors effectivement, donc les premières observations ne nous permettent pas de distinguer les deux. Ce sont des observations complémentaires très longues, très coûteuses, qui nous permettent vraiment de voir la distribution 3D des galaxies et de savoir si on a affaire à une structure de type proto-amas de galaxies, si on en a plusieurs alignées ou c'est juste des galaxies alignées. Donc il y a une notion de temps de plusieurs années entre la première observation et ensuite l'interprétation. Et on se rend compte que dans pas mal de cas, c'est des alignements fortuits, c'est-à-dire des galaxies ou des structures, enfin fortuits, en fait on n'en sait rien, mais on pense que c'est fortuit, donc qui sont mis à plusieurs mégaparsecs et à une grande distance, et leur rayonnement cumulé fait que nous on a détecté quelque chose. Mais ce qu'on aimerait, nous, c'est vraiment des gros amas de galaxies très lointains qui soient tout seuls. Et on pense qu'on a les deux, mais on est en train de patouiller là-dedans. D'accord, merci. Donc je pense que si vous continuez à observer plus de grumeaux, vous serez capable de trancher sur cette question de structure.
Il me reste enfin une petite ouverture poétique pour faire une réponse à Edgar Allan Poe et à la nuit. Celle-là me vient de Baudelaire, justement, qui disait dans son poème Obsession « Comme tu me plairais aux nuits sans ces étoiles, dont la lumière parle un langage connu, car je cherche le vide et le noir et le nu. »